de la médecine pour évaluer comment Cours de François Jourdan, 2 décembre. Comment c'est géré et comment se gère aujourd'hui cette interface et la confrontation entre ces différentes grilles d'analyse qui peuvent déboucher sur des pratiques et des thérapeutiques d'ordre différents, les psychothérapies d'une part ou les thérapies médicales classiques fondées sur la biologie d'autre part. Donc j'ai préféré avoir ce point de vue global qui commence par un petit aperçu historique comme vous le voyez, mais pour aboutir bien sûr à ce qui est le plus intéressant pour vous et même pour nous, c'est-à-dire où en sommes-nous actuellement dans cette question de l'interface qui relève finalement de l'interface psyché-soma. Comment est-ce qu'au fil du temps et jusqu'à aujourd'hui on a interprété les fonctions cérébrales et mentales à travers la grille de la biologie d'une part, la grille de la psychologie d'autre part, les grilles de la psychologie d'autre part. Donc je crois que c'est quelque chose une approche qui me paraît plus intéressante, plus pertinente. Alors c'est pareil, j'ai organisé mon exposé en 3 points qui sont ici au tableau, en commençant par une petite approche qu'on peut qualifier d'historique ou d'historico-épistémologique, si on veut. Alors cette problématique de l'interface entre psyché et soma, elle est traversée par des problématiques relevant d'adhésions plus ou moins explicites à des référents philosophiques. Et le premier mot en isme, il n'y en aura pas trop, je vous rassure. Le premier mot en isme, vous voyez, c'est le dualisme. C'est un point de vue qui a prévalu pendant très longtemps, qui consiste à considérer comme tout à fait indépendant, séparé, d'une part le soma cérébral, c'est-à-dire l'organe cerveau qui est ici à l'écran, et d'autre part les fonctions psychiques, mentales, en particulier les fonctions les plus complexes qui sont les fonctions humaines, les fonctions mentales ou cognitives, comme on dit maintenant humaines. Donc le point de vue dualiste consiste à poser comme principe qu'il y a une séparation claire entre l'organe substrat biologique et ce type de fonction qui en émane. En d'autres termes, on ne peut pas expliquer les unes à partir des autres. On ne peut pas expliquer de manière pertinente les fonctions mentales ou leur dysfonctionnement, puisqu'on est ici pour parler de pathologie, à partir de processus biologiques qui dysfonctionneraient, par exemple. Les fonctions psychiques ou mentales sont d'un autre ordre que l'ordre de la biologie, avec les méthodes qui consistent à analyser le fonctionnement du cerveau. Bien sûr, le dualisme, c'est pendant très longtemps imprégné de spiritualisme. Cet haut ordre que j'évoque, c'est un ordre spirituel qui est le niveau pertinent pour comprendre le psychisme, la pensée, la conscience. En ce sens-là, le terme d'esprit, on pourrait débattre de manière assez longue, mais éventuellement intéressante, sur les concepts de conscience, de pensée, d'esprit. En anglais, en français, c'est pas tout à fait pareil, pensée, mind, etc. Mais on voit bien là le lien intrinsèque qui est entre cette position dualiste et certaines formes de spiritualisme. Alors, pour formuler ce débat, cette question, on peut le poser aussi dans les termes qui sont inscrits au tableau, à savoir qu'est-ce qu'on peut dire sur la naturalisation de l'esprit. C'est en quoi l'esprit étant un résumé très imparfait mais commode de ces fonctions psychiques ou mentales que j'évoquais à l'instant, est-ce que ces fonctions psychiques ou mentales, l'esprit peut s'ancre dans la nature, donc la nature en l'occurrence c'est le cerveau et sa structure et son mode de fonctionnement, ou pas? Si on admet que oui, on a une position de convergence, on dit oui, on va pouvoir expliquer le psychisme et les dysfonctionnements, les psychopathologies à partir d'une analyse pertinente du cerveau et de ce qui ne va pas dans le cerveau en quelque sorte. Donc ça ramène la psychopathologie dans le champ classique de la médecine, et à la limite on peut dire que la psychiatrie, si on pousse la logique au bout, va rentrer dans le rang de la neurologie. Vous savez que ce débat se traduit entre autres par le fait que la psychiatrie a eu et encore un certain degré d'autonomie par rapport aux autres champs de la médecine, neurologique en particulier. Si on pousse cette logique au bout, on peut admettre que ça va converger dans une seule discipline qui sera à la fois neuropsychiatrique
Au contraire, si on défend une position dualiste pure et dure, on va admettre que cette naturalisation de l'esprit n'est pas possible. Conceptuellement, elle est impensable, si je puis dire. Alors là, vous avez des citations d'auteurs qui relèvent d'un bord ou de l'autre, si je puis dire, d'une position très dualiste ou l'inverse, dont on dit qu'elle est très moniste. Le contraire du dualisme, c'est le monisme. Ou le monisme, c'est une seule entité c'est une fusion en quelque sorte de la psyché et du soma, au moins par rapport à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc les deux définitions en haut de l'écran de Searle et Changeux sont des points de vue très monistes, disant en clair, les fonctions psychiques et mentales émanent du cerveau. Ce sont des fonctions qui sont sécrétées, fabriquées par le cerveau, de la manière que le foie fabrique de la bile, le cerveau fabrique de la pensée. C'est une métaphore qui est un peu brutale, mais qui a été employée par d'autres que moi avant moi. Changeux parle du principe de l'identité entre états mentaux et états physiologiques. Les états mentaux ne sont rien d'autre qu'une forme d'état du cerveau qu'on peut comprendre et appréhender à travers l'analyse des activités neuronales, par exemple, ou des états physico-chimiques du cerveau. Les trois positions du bas de l'écran sont au contraire des positions très clairement dualistes, qui posent le principe que la pensée et le psychisme relèvent d'un autre ordre. Le principe vital de Barthez, qui est un médecin de l'école de Montpellier du XVIIIe, le fondateur de l'école vitaliste au sein de la médecine française, dit que il y a un principe vital qui est à l'origine de notre psychisme et de ce qui fait que nous sommes ce que chacun d'entre nous est, et qui est irréductible à la matière organique. C'est-à-dire on ne pourra jamais comprendre ce que nous sommes en tant qu'individu, en tant que sujet, à travers les mécanismes cérébraux. Claude Bernard, qui pourtant était un scientifique à la méthode expérimentale, était également avec une métaphore musicale. Une métaphore musicale dit la même chose. Et plus surprenant, la citation du bas, c'est John Haeckel, c'est un médecin, un chercheur en neurosciences du XXe siècle, qui a eu le prix Nobel de médecine dans les années 1940 et quelques, qui a travaillé beaucoup sur la synapse, donc un vrai neurobiologiste qui a gardé tout au long de sa vie une position très clairement dualiste, qui montre bien que c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on est forcément moniste, même si statistiquement là, ça reste quand même plutôt vrai. Alors, pour faire un tout petit parcours historique, en remontant vers quelqu'un que vous connaissez, au moins de nom, c'est Descartes, donc un mathématicien, un philosophe français du XVIIe siècle, et qui est l'incarnation un petit peu du dualisme historique. Descartes a créé une école de pensée qu'on appelle le rationalisme, vous savez, dans la droite ligne de Platon, finalement, assez fortement inspiré de la pensée platonicienne. Et Descartes a proposé des modèles explicatifs du cerveau et de son fonctionnement. Il a fait beaucoup de choses, mais entre autres ceci. Le schéma qui est ici en haut à gauche, c'est un schéma extrait d'un livre de Descartes, où il montre, en accord avec les modèles qu'on avait à l'époque du fonctionnement du cerveau et des muscles, il montre ce qu'on appellerait maintenant une boucle réflexe. Un individu, un sujet voit un tableau et il montre du doigt un élément du tableau qu'il est en train de commenter, on peut supposer. Donc il y a la voie sensorielle et la voie motrice. Donc Descartes admettait que pour ces fonctions simples que nous partageons avec les animaux, les fonctions sensorielles et motrices, on pouvait les expliquer par des mécanismes neuromusculaires, comme on dirait maintenant. Donc là, pour ça, il avait une position assez uniciste, assez moniste. Par contre, pour la pensée consciente, pour les fonctions psychiques et mentales propres à l'homme, Descartes était totalement dualiste et disait qu'il était hors de question de les expliquer à travers ces mêmes mécanismes cérébraux. Donc ces positions aussi étaient des positions qui introduisaient une ligne de fracture extrêmement claire entre les espèces animales et l'espèce humaine. On était là bien avant Darwin, hein. L'évolution était un concept qui était totalement incongru et qui était même impensable à l'époque, ce qui peut expliquer la très forte dominance des modèles dualistes depuis l'Antiquité grecque jusqu'au XIXe siècle, en fait, en Europe occidentale. L'image du dessous, c'est... Alors Descartes avait quand même un problème, parce que c'était un homme extrêmement intelligent, ça c'est clair, et il voyait bien les limites de la position dualiste, puisque si
une entité extérieure, spirituelle, gérait notre psychisme, notre conscience, notre pensée, il fallait bien quand même que cette pensée s'exprime. Elle s'exprime par le langage, par des comportements, donc des actions dans lesquelles notre cerveau joue un rôle important. Donc Descartes a cherché, fidèle à ses principes de manière très conceptuelle, non expérimentale, qu'est-ce qui dans le cerveau pourrait assurer cette interface, comme on dirait maintenant, entre ces forces vitales extracorporelles qui gèrent notre pensée, divine on va dire, pour faire court, et puis l'expression de ces pensées dans notre corps, dans nos comportements, notre parole, etc. Et il a trouvé une structure qu'on appelle maintenant la glande pinéale, l'épiphyse, qui est une structure qui est figurée ici, là au bout de la flèche, qui est une glande dont on sait maintenant qu'elle a un rôle dans la gestion des rythmes circadiens, avec une fonction neuro-hormonale en quelque sorte. Mais c'est une structure qui est unique, qui est seule. Beaucoup de choses dans le cerveau sont symétriques. On trouve deux parties droite dans les hémisphères droit et gauche. L'épiphyse est juste au milieu et au-dessus. Et c'est une structure unique. Donc il y avait une structure unique, bien visible, au milieu et en haut, dans une position topographique idéale pour gérer cette interface entre le ciel et le cerveau, si on peut dire. Et Descartes a dit c'est sans doute la glande pinéale qui est non pas le siège de l'âme comme on le fait dire parfois, mais qui est l'interface entre les entités spirituelles extracorporelles et l'expression cérébrale dans la pensée. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, donc il y a un tournant très important dans ce type de problématique, dans ces débats. C'est le début du 19e siècle, où on a vu arriver en Europe de l'Ouest, en France en particulier, mais aussi en Angleterre, dans l'Europe de l'Ouest en général, donc les pays qui à l'époque étaient les plus avancés au plan du développement industriel, sociétal, on va dire. On a vu arriver assez brutalement, un modèle, une théorie tout à fait opposée, extrêmement moniste, qui s'exprimait de manière très entière et très violente, dont le porteur a été un médecin autrichien qui s'appelait Franz Joseph Gall, qui a créé une véritable école de pensée. Il a travaillé beaucoup à Paris, ce médecin. Il a proposé une théorie qu'il appelait l'organologie, fondée sur plusieurs postulats, disant que dans le postulat numéro 1, dans le cerveau, ce qui est le plus important pour comprendre son fonctionnement, c'est le cortex cérébral, la partie superficielle du cerveau, alors que jusqu'à lui, c'était plutôt les structures profondes du cerveau sur lesquelles les observateurs s'attachaient pour essayer de comprendre le cerveau. Gall, postulat numéro 2, et là c'est vraiment le plus important, les fonctions psychiques ou mentales qu'il appelait plutôt à l'époque les qualités humaines, dont vous avez une liste à gauche de l'écran ici. C'est un mélange qui nous paraît aujourd'hui un peu bizarre, un peu exotique, la mativité, la combativité, l'estime de soi, la bienveillance, la religiosité, la gaieté, l'imitation, le langage, ça c'est plus facile, le calcul, l'aptitude aux mathématiques. Toutes ces fonctions ou qualités ou caractéristiques du sujet étaient gérées par une petite zone du cortex cérébral, bien précise, parfaitement localisée. Et Gall a monté une théorie très localisationniste, comme on a dit après lui, avec une véritable carte corticale de ces fonctions, en disant, à la surface du cerveau, on voit des replis, des circonvolutions qui dessinent un petit peu des zones, et chacune de ces zones est en charge d'une qualité, d'une fonction, et un aspect important du postulat, ces fonctions, ces qualités sont totalement innées. Elles sont présentes dès la naissance d'un sujet, elles sont immuables. On naît et naïveté avec ces qualités-là, gérées par un coin de notre cerveau, et on les garde jusqu'à la fin de notre vie. C'était un modèle extrêmement rigide, extrêmement fixiste, extrêmement inéiste, comme on aurait dit un peu plus tard. C'est pas inintéressant de noter que ces observations, et ce modèle, cette théorie, elle était fondée sur pratiquement aucune observation. C'est dans la droite ligne du cartésianisme, c'était un modèle qui avait une cohérence interne extrêmement forte, qui avait le mérite d'être extrêmement novateur, iconoclaste même par rapport à un modèle qui avait plusieurs siècles d'existence, mais qui n'était fondé sur aucune expérimentation, sur aucune vérification expérimentale, bien évidemment.
Ça n'a pas empêché ce modèle d'avoir très vite un très grand succès. Alors, ça s'est passé en 1810-1815 à Paris, donc quelques 10 ans à peine après la Révolution française, donc un brassage sociétal et d'idées extrêmement important. Il fait nul doute pour les historiens que ce brassage extrêmement fort des idées a été un terreau propice à l'émergence de cette théorie extrêmement iconoclaste, extrêmement antispiritualiste, très matérialiste donc. Avant la Révolution, c'était impensable, ça l'est devenu inexprimable en tout cas, ça l'est devenu après la Révolution, avec très vite un très grand succès, au point que Gall et ses successeurs, ses élèves, comme Spurzheim, qui appelait cette discipline la phrénologie, Gall a ouvert des cabinets en libéral de phrénologie. Alors, non, j'ai raté une étape, excusez-moi, importante. Le troisième postulat de Gall, ou le quatrième, comme on voudra, c'est que plus une fonction est développée, la religiosité par exemple, plus le sujet est religieux, plus la zone du cortex cérébral qui traite cette fonction est épaisse. C'est un postulat qui n'est pas aussi idiot qu'il en a l'air, parce qu'on verra tout à l'heure à la fin que la notion de plasticité cérébrale, qui maintenant est parfaitement acquise, montre qu'effectivement la structure du cerveau peut varier en fonction d'événements ou de caractéristiques du sujet. Gall allait jusqu'à dire, lorsqu'une zone du cortex est épaissie parce que la fonction ou la qualité qu'elle sous-tend est très développée, cet épaississement se répercute sur la boîte crânienne. Et on va le percevoir sous la forme d'une petite bosse. Donc Gall a construit à partir de ça une véritable pratique, une pratique médicale parce qu'il était médecin, qui consistait à partir de palpation de la boîte crânienne et de repérage des creux et des bosses, de faire un véritable diagnostic personnel du développement de ces différentes qualités ou défauts, parce que l'agressivité, la tendance au meurtre, c'est pas vraiment des qualités, ou alors une qualité négative. Donc il disait capable de faire un véritable diagnostic, un profil psychologique personnel uniquement à partir de la palpation de la boîte crânienne, en ayant à portée de main une carte de référence, comme les cartes qui sont ici, permettant d'associer à chaque bosse ou à chaque creux une qualité, une caractéristique dont on en conclut qu'elle était absolument développée. C'est de là que l'expression avoir la bosse des maths. La bosse des maths, c'est le développement de la région numéro 28, aptitude aux mathématiques et au calcul. Voilà. Mais il n'y a pas que les maths, il y avait toutes les autres caractéristiques. Gros succès sociétal, il y a des cabinets de phrénologie qui sont ouverts à Paris, puis en province, puis à l'étranger. Spurzheim est parti aux États-Unis, sur la côte Est, il a implanté la phrénologie dans le jeune État américain, très gros succès, cabinet de phrénologie en masse, et ça a duré quand même 30 ou 40 ans au moins, et les phrénologues sont devenus experts devant les tribunaux pour charger certaines personnes qui avaient une bosse à l'endroit de l'agressivité, ce qui était un élément à charge dans le cadre d'une accusation, etc. Aux États-Unis, l'orientation scolaire naissante à l'époque s'est fondée également là-dessus, pour dépistage des aptitudes à partir de la palpation. Donc c'est intéressant de voir ce très grand succès d'une théorie matérialiste, moniste, extrêmement cohérente sur elle-même, mais sans aucune preuve expérimentale. Il y aurait beaucoup à dire, mais on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. Donc ça, c'était une expression en quelque sorte extrême d'un modèle qu'on appelle localisationniste, qui consiste à enfermer chaque fonction, même complexe, dans une petite région du cerveau. C'est un modèle réductionniste, localisationniste. Ça réduit une fonction complexe à une petite région du cerveau, un réductionnisme anatomique, si l'on peut dire. Et localisationniste parce que ça veut dire que la fixité, la stabilité du processus se traduit dans cette zonation très, très précise, cette cartographie très précise et absolument immuable. Cette question de savoir si les fonctions mentales, psychiques, cognitives étaient localisées ou non à la surface du cerveau, elle a fait beaucoup, beaucoup de débats au XIXe siècle. Déjà à l'époque de Gall, il y avait des opposants, bien entendu. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord du tout et qui défendaient l'idée inverse, c'est-à-dire que toutes les fonctions mentales et psychiques étaient parfaitement distribuées, diluées, on pourrait dire, dans le cerveau. Donc il y avait déjà débat. Quand je dis que le modèle a eu grand succès, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'il y avait beaucoup de débats. Le débat a pris un tour un petit peu différent au milieu du XIXe siècle, avec des données sur le langage. La différence, c'est que là, ces données étaient réellement, non pas expérimentales, mais anatomo-cliniques, comme on dit. C'est-à-dire il y a des médecins qui ont constaté chez des patients des troubles aphasiques, des aphasies, des pertes de l'expression linguistique langagière, des pertes de la phonation, de la parole,
Et ils ont associé ces aphasies à des lésions cérébrales. Et c'est Broca, qui a un neurologue parisien, qui en 1861 a publié un article à l'Académie des sciences où il a montré le cerveau qui est ici, le cerveau d'un monsieur qui s'appelle M. Le Borgne, qui avait été aphasique une bonne partie de sa vie, suite à ce qui était sans doute un accident vasculaire cérébral, et qui était totalement aphasique. Et Broca a montré cette très forte lésion dans l'hémisphère, dans la partie basse du lobe frontal de l'hémisphère gauche, et il a dit, voilà, ce monsieur était aphasique, il a une lésion très importante dans cette région, donc c'est l'aire du langage, c'est la région du cortex cérébral qui s'occupe du langage. Le langage, fonction quand même complexe, hein. Donc c'était une démonstration, mais là fondée sur une observation clinique, d'une localisation précise d'une fonction complexe. Donc la communication de Broca a eu beaucoup de succès. Comme souvent, d'autres avant lui avaient observé beaucoup mieux que lui la même chose, mais il avait le pouvoir suffisant pour que ça, le mérite lui en revienne à lui et quasiment à lui seul. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc c'était le premier exemple avéré, étayé, disons, d'une localisation d'une fonction complexe. Par la suite, des données dont on parlera tout à l'heure, des imageries cérébrales, ont montré que les choses sont en fait plus compliquées. Bien qu'une lésion dans cette région, l'histoire a confirmé qu'effectivement, une lésion dans cette région provoque une aphasie motrice, une perte du langage parlé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette lésion est asymétrique. C'est l'hémisphère gauche qui est en cause, pas l'hémisphère droit. Et ça reste vrai. Si on fait un accident vasculaire cérébral, il vaut mieux le faire à gauche qu'à droite, parce qu'à droite, il n'y aura pas d'aphasie ou de trouble du langage. À gauche, c'est possible qu'il y en ait un si la lésion se trouve dans cette zone-là. Les données expérimentales plus pointues obtenues par la suite ont montré qu'en fait, le langage implique beaucoup d'autres régions du cerveau, celles qui sont indiquées en couleur sur le schéma, dans le lobe frontal, temporal, pariétal. C'est plus compliqué que ce qu'on croyait. Donc la localisation est quand même à relativiser, même si l'aire de Broca est effectivement une aire, personne ne conteste, très fortement impliquée dans l'aspect phonatoire du langage. En tout cas, cette observation a redonné un petit peu de tonicité au modèle de localisation stricte de Gall à un moment, en 1860, où ce modèle commençait à prendre un peu de plomb dans l'aile malgré tout. À peu près à la même époque, un autre événement dont on a beaucoup parlé, qui a éclairé un autre aspect de ces questions, qui est la problématique de la personnalité, ce qu'on peut appeler la personnalité. C'est les caractéristiques du sujet qui sont plus relatives à ses affects, à ses humeurs, à ce qui définit le profil caractériel, comme on dirait maintenant, qu'à des fonctions cognitives comme le langage sont partagées de manière à peu près équivalente par nous tous. Alors ça, c'est en deux mots, c'est un monsieur, un Américain, Phineas Gage, qui est mort en 1860, et c'était un Américain qui travaillait au chemin de fer des États-Unis, et il était donc dans ce développement des Américains vers l'Ouest, avec en particulier le développement de voies ferrées qui traversaient les États-Unis d'Est en Ouest. Et il était chargé donc de la construction, il était contremaître dans une compagnie de construction de voies de chemin de fer. Il était chargé plus précisément de dynamiter les rochers, parce qu'un train ça roule sur du plat, donc quand il y a une colline ou des rochers, il faut les faire sauter la dynamite. Donc il était chargé de creuser des trous dans le rocher, de mettre des bâtons de dynamite dans les rochers, de les faire exploser. Et pour ça, on fait un puits vertical dans le rocher, et puis ensuite on met un bâton de dynamite qu'on enfonce au fond avec ce qu'on appelle une baramine. C'est un énorme barreau métallique très, très lourd. Et un jour, il poussait un bâton de dynamite dans un trou qu'il avait fait auparavant. Ça fait une étincelle contre le rocher, le bâton a explosé, et la baramine est partie comme une flèche, et elle lui a traversé la tête, comme on le voit ici. Ça, c'est une reconstitution. Elle est ressortie, elle est tombée sur le sol quelques dizaines de mètres plus loin. Évidemment, ses collègues sont précipités en pensant qu'il était mort. Et bizarrement, il n'était pas mort, il respirait. Et non seulement ça, mais au bout de quelques instants, il a repris connaissance. Alors, évidemment, on lui a mis des pansements sur la tête. Imaginez, ça saignait très abondamment. Il est resté 3 ou 4 jours entre la vie et la mort. Et puis, il s'est remis. Il n'a pas fait d'infection. Enfin, il a fait une infection, mais à laquelle il a survécu.
Il doit avoir une nature quand même assez solide, ce garçon. Et il a survécu. Et au bout de 3 semaines, un mois, il était de nouveau valide. Et au bout de 3 mois, il était parfaitement valide. Donc il a repris son travail, presque comme si de rien n'était. Presque, parce que avant son accident, c'était un ouvrier modèle, un contremaître absolument exemplaire, sérieux, bien noté par ses supérieurs, etc., etc. Et après son accident, il avait changé. Ses collègues qui ont laissé les témoignages disaient on ne le reconnaissait plus, il était bizarre, il avait des comportements imprévisibles, il était colérique, il était d'un garçon très poli, très pieux, il était devenu scabreux, il jurait à tort à travers, il se conduisait mal avec les jeunes femmes, etc. Donc une personnalité qui avait véritablement changé au point qu'au bout de 6 mois, la compagnie lui a dit que c'était plus possible, elle l'a mis à la porte. Et à partir de là, il s'est produit sous un chapiteau, il montrait sa cicatrice, il montrait la barre à mine, etc. Il a gagné sa vie comme ça et il est mort finalement une dizaine d'années plus tard, sans doute en partie des suites de sa blessure d'ailleurs, mais aussi de pauvreté parce qu'il était... Mais il y a un médecin qui a récupéré son crâne, c'est pour ça que son crâne est ici en dessin sur le schéma. Et ce crâne a été récupéré il y a récemment, dans les années 2000, par Anna Damasio, qui est une neurologue américaine, qui est la femme d'Antonio Damasio, qui a écrit pas mal de bouquins, et qui, grâce à une reconstruction tridimensionnelle, à partir du crâne de Phineas Gage, a reconstitué son cerveau. Il y a des logiciels maintenant qui permettent de faire ça de manière extrêmement précise. Et à partir des fractures dans les mandibules, elle a reconstitué la trajectoire de la baramine, et les neurologues ont pu ainsi identifier de manière assez précise les régions du cerveau de Gage qui avaient dû être détruites par la baramine, bien qu'il n'y ait plus le cerveau, mais ils ont pu reconstituer finalement assez précisément la lésion cérébrale de Gage suite à son accident, et c'est une région qui passe dans le lobe frontal, exactement. Donc Gage avait ce qu'on appelle maintenant un syndrome frontal, dont on sait effectivement, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres exemples depuis, que c'est un syndrome qui provoque des troubles de la personnalité. Il n'y a pas d'aphasie, il n'y a pas de trouble moteur, mais c'est la personnalité du sujet qui est altérée, qui est assez profondément modifiée. Ce qui veut dire que ces traits de personnalité, parce qu'ils sont localisés dans le lobe frontal, c'est une manière un peu courte, un peu rapide de la chose, mais il y a bien dans le cerveau de cette région des activités cérébrales qui ont quelque chose à voir avec ce qu'on définit comme étant la personnalité, qui relève d'une certaine dimension émotionnelle, affective, relationnelle, comportementale. Tout ça, ça mériterait d'être débattu, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui se passe dans cet endroit-là, puisqu'une lésion ailleurs ne provoque pas du tout ces mêmes troubles de personnalité. De là à dire qu'on traverse le centre de la personnalité, il y a un pas que je ne franchirai pas, évidemment, mais il y a quelque chose à voir quand même avec ça. Donc c'est une observation qui a été aussi qui alimentait aussi beaucoup les débats qui étaient déjà forts à cette époque. Pour finir avec ce petit point de vue historique, un saut donc avec un passage au XXe siècle, un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient de dire avec Phineas Gage, concernant la gestion cérébrale des émotions et des affects. C'est une question qui est extrêmement importante. Au début du XXe siècle, on commençait déjà à savoir pas mal de choses sur les régions du cerveau qui traitaient de la sensorialité, la vision, l'audition, etc., ou de la motricité. Ça commençait à être assez bien connu. Il y a effectivement des régions du cerveau qui s'occupent de traiter des informations visuelles, ou bien auditives ailleurs, ou bien olfactives encore ailleurs. Puis il y a des régions du cerveau qui s'occupent de la motricité des muscles, il y a même des cartes assez précises. Donc la localisation de ces fonctions a été assez vite connue au niveau du cortex au début du XXe siècle. Pour les fonctions affectives, émotionnelles, quelque chose de beaucoup plus difficile d'abord, bien entendu. Et dans les années 1930, 30-35, des données expérimentales obtenues chez les animaux, chez le singe en particulier, et puis observation de certains syndromes cliniques, des corrélations anatomocliniques comme celles qu'on a vues pour le borgne, mais dans d'autres cas de lésions de syndrome, on donnait à penser qu'il y a des régions profondes du cerveau, indiquées en vert sur ce schéma, qu'on a appelé un peu plus tard le système limbique. Le système limbique, c'est l'ensemble de ces structures cérébrales, ici colorées en vert, des structures profondes pour la plupart, du cerveau antérieur, l'amygdale, l'hippocampe, le cortex singulaire, le thalamus, une partie de l'hypothalamus, sont des régions qui sont interconnectées, c'est-à-dire les neurones
d'une région projette sur les neurones d'une autre région au sein de ce système. Donc il y a de l'information qui circule au sein de ce système limbique entre les différentes régions qui sont identifiées sur ce schéma. Et il est apparu que cette région du cerveau était bien placée pour traiter des informations relevant du traitement de l'affectivité ou des humeurs. Plaisir, déplaisir, affectivité, etc. État de tonus émotionnel, etc., etc. Et ces données ont été obtenues à partir d'expériences chez l'animal ou chez le singe. Des chercheurs ont fait des lésions de ces régions et ont observé ce qu'on a appelé le syndrome de Kluver-Bucy. Le Kluver-Bucy, c'est le nom des deux chercheurs qui ont fait ces expériences chez le singe. Et chez le singe, chez qui on avait détruit une partie de ce système limbique, il y avait des troubles de la mémoire, ça c'est une chose, et puis une baisse de la réactivité émotionnelle, une espèce d'apathie induite par accompagnée d'une hypersexualité de manière assez inattendue, une cécité psychique, c'est-à-dire vraiment une baisse générale du tonus psychique, si l'on peut dire, se traduisant par une baisse des comportements d'interaction avec l'environnement, etc., etc. Et ça a débouché assez rapidement. Et là, on revient au sujet qui est les psychopathologies, sur des pratiques médicales, une pratique médicale en particulier, dans le domaine de la psychiatrie ou des troubles psychiques. La psychiatrie existait bien entendu, elle a pris corps au XIXe siècle, surtout, et puis de plus en plus, encore plus fortement au début du XXe siècle, mais la psychiatrie est un domaine de la médecine au sein duquel il y avait à l'époque extrêmement peu de moyens thérapeutiques, de moyens de soulager les gens, sans parler de les guérir. Donc les hôpitaux psychiatriques, les asiles d'aliénés, comme on disait à l'époque, étaient pleins de gens très malheureux, très souffrants, de schizophrénie, de différentes formes de névrose plus ou moins aiguës, etc., etc. Sans qu'on puisse pas faire grand-chose. Les traitements étaient extrêmement limités. Chez les grands agités, il y avait la camisole de force, le fait de maintenir les gens attachés pour pas qu'ils se fassent mal ou qu'ils fassent mal aux autres, ce qui n'est pas vraiment une thérapeutique, on ne veut pas dire ça comme ça. Donc, fort de ces observations chez l'animal, syndrome de Kluver-Bucy, rôle du système limbique, il y a des médecins qui ont proposé le modèle suivant: les agitations liées à des troubles psychiques seraient dues à une hyperactivité du système limbique, à un excès de transmission d'informations dans le système limbique. Donc si on détruit une partie du système limbique, on va réduire cette hyperactivité neuronale et on va réduire les symptômes, en particulier ceux qui relèvent de l'agitation ou de l'hyperémotivité, etc. Et c'est ce qui a pris le nom de psychochirurgie. C'est une chirurgie cérébrale, mais avec une visée de correction de troubles psychiques. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça psychochirurgie. Donc il y a des médecins, des médecins en Europe d'abord, aux États-Unis après, puis un peu partout, qui se sont mis à détruire des régions plus ou moins ciblées du système limbique pour avoir des effets chez des patients. L'un des premiers qui a fait ça, c'est un médecin portugais qui s'appelait Egas Moniz, et qui a eu le prix Nobel de médecine en 1949. Donc il y a eu quand même une reconnaissance extrêmement officielle au plus haut niveau de cette pratique thérapeutique, avec des effets évidemment extrêmement divers et variés, qui relevaient souvent du syndrome de Kluver-Bucy, c'est-à-dire une cécité psychique, une réduction des interactions avec l'environnement, plus ou moins marquée en fonction de l'étendue de la lésion. Il y a eu pas mal de littérature, de romans, de films autour de ce qu'on appelle la lobotomie. Ça correspond à ça. La lobotomie, c'est une version, entre autres, de la psychochirurgie, consiste à faire une grande section du lobe frontal. Et à titre d'anecdote extrêmement peu comique, vous avez ici un médecin qui s'appelait Walter Freeman, qui a mis au point à la fin des années 40 une technique de lobotomie transorbitaire, dont vous voyez le principe qui est ici, c'est-à-dire c'était une barre métallique qui était rentrée par le haut de l'orbite ici, sous anesthésie locale, c'est-à-dire que les gens étaient anesthésiés localement, c'était comme chez le dentiste. Et ensuite, on faisait pénétrer le cerveau est un organe qui n'est pas sensible en lui-même. Ce qui est sensible sur les méninges, c'est la peau, mais le cerveau lui-même n'est pas un organe sensible, ni douloureux.
Donc une anesthésie locale suffit tout à fait, mais ça c'est toujours maintenant. Il y a des opérations neurochirurgicales qui se font sous local, qui durent plusieurs heures. Le patient est parfaitement éveillé, et, ça c'est tout à fait classique. Donc on rentrait une espèce de barre métallique, et puis ensuite il y avait un mouvement d'essuie-glace, où Freeman a très bien décrit, pour détruire le lobe frontal. Ça durait 10 minutes, donc il opérait 10 à 15 patients par matinée. Donc vous voyez ici, c'est pas un film, hein, c'est une vraie opération en train d'être filmée par des reporters de l'époque. Bon, donc ça a pris des proportions assez importantes. C'est impressionnant, on a l'impression qu'il donne des coups de marteau. Oui, pour pénétrer, pour casser l'orbite, il y a un petit coup de maillet pour faire pénétrer. Bon, mais bon, au-delà de l'aspect, si vous voulez, un peu extraordinaire, évidemment, on voit que la question de l'éthique médicale n'était pas posée de la même manière à l'époque comme elle l'est maintenant. Il y a quand même eu des progrès de ce point de vue-là. Mais c'est intéressant je veux dire, on ne peut pas résumer le fait en disant que ces gens étaient des tortionnaires, des fous furieux. Non, c'était des médecins tout à fait sincères et qui croyaient vraiment bien faire dans un contexte où il n'y avait aucune thérapeutique. Aucune. Aussi, il y avait à la limite une forte demande des patients et de leur famille pour trouver des solutions. Il faut aussi garder ça à l'esprit. Alors après, très peu de temps après, dans le début des années 50, sont apparus les premiers neuroleptiques, les premières molécules, les premières substances chimiques ayant des effets de réduction des symptômes neuroleptiques ou antipsychotiques. Et assez vite, la psychochirurgie a disparu en tant que pratique médicale. Il y a quand même eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui se sont fait opérer. Elle a disparu pas immédiatement. Hein. Dans les années 60, à Lyon, il y avait encore des psychochirurgies qui étaient faites. Mais ça, c'est une autre histoire, dans des conditions un petit peu meilleures quand même. Alors, on arrive au XXe siècle, donc dans les années 50, 60, 70, donc une époque plus récente. Et là, il y a un phénomène très clair, c'est que les neurosciences, on appelle les neurosciences, c'est-à-dire l'étude du cerveau en tant qu'objet de science essentiellement centrée sur le champ de la biologie, de la physiologie, ces neurosciences sont développées considérablement. Et donc, il y a une accumulation de données scientifiques inégalées auparavant. Donc, il y a de plus en plus d'informations qui ont été disponibles sur les fonctions cérébrales par différentes méthodes de l'électrophysiologie, de la neurochimie, la neuropharmacologie, toutes les approches possibles dans le champ de la biologie ou de la physiologie. Parmi les méthodes les plus marquantes, les plus significatives, il y en a une qui s'appelle l'imagerie cérébrale. L'imagerie, alors, c'est une époque, si vous voulez, je l'illustre par ces deux couvertures de bouquins, L'homme neuronal 83 et de la physiologie mentale 96. Ce sont deux bouquins parmi d'autres, mais qui illustrent bien le pouvoir que s'auto-accordaient les neurosciences de l'époque dans la capacité potentielle à expliquer une fois pour toutes les fonctions psychiques et mentales. Changeux, qui était cité tout à l'heure parmi les monistes purs et durs, disait effectivement, mais sur une base, Changeux est un excellent scientifique, un excellent neurobiologiste, et donc il avait la validité pour dire, haut et fort et pour écrire, les neurosciences naissantes vont apporter des explications sur toutes les fonctions cérébrales, y compris les fonctions psychiques et mentales. Le corollaire étant que la psychologie va devenir, dans quelques temps, une sorte d'annexe de la biologie. On va scientifiser la psychologie, c'était une vocation affichée des neurosciences ou de la neurobiologie. Jeanne Rau disait des choses pas très différentes, d'une manière un peu plus modérée, disons, mais pas très différente. Vous voyez une citation de Jeanne Rau qui est ici. La question qui reste posée, donc bien celle de savoir si une psychologie dégagée de la métaphysique peut éviter pour autant de devenir un satellite de la biologie. Donc c'est clairement affiché comme objectif. Donc les psychothérapies deviendraient une sous-classe de la médecine, en quelque sorte. Bon, c'est un point de vue, c'est pas le mien, j'affiche ça comme quelque chose typique des années 80 ou 90, fort de ces techniques, dont une en particulier, c'est pas la seule, mais une en particulier, qui est les techniques d'imagerie cérébrale et d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Alors, c'est quoi l'imagerie cérébrale? Ce sont les techniques qui permettent d'avoir des images du cerveau chez le sujet vivant et même éveillé.
et des images de qualité. C'est comme les radiographies du corps, quand vous allez vous faire une radio ou une échographie des poumons ou de l'estomac ou que sais-je. Le médecin ou le radiologue voit l'organe en question à travers votre tégument, votre peau, etc., grâce à des techniques, l'échographie ou la radiographie aux rayons X, etc. Là, c'est pareil. Sauf que ce sont des techniques qui marchent bien pour le cerveau, qui est un organe difficile à voir, parce que le cerveau est un organe massif, volumineux, mou, il n'y a pas de différence de dureté. Donc les rayons X sont la radiographie X du cerveau est très mauvaise, on voit rien. Une grosse masse grise et pas grand-chose de plus, c'est très très mauvais. Donc il y a des techniques qui sont apparues dans les années 80. Il y en a deux en particulier. L'une qui est marquée ici, qui s'appelle la tomographie par émission de positons. Je ne veux pas vous détailler la technique, ça sera un peu long. C'est une technique qui est de la famille de la radiographie aux rayons X, mais il n'y a pas de rayons X. Le rayonnement qui permet de voir des images, c'est ce qu'on appelle des positons, des électrons positifs, qui sont émis par une molécule qu'on a injectée au sujet et qui s'est fixée dans le cerveau, pour faire court. Et ça donne des images du cerveau qui sont de bonne qualité, et surtout, ça permet, en utilisant des molécules adaptées, de faire ce qu'on appelle des cartographies fonctionnelles. C'est-à-dire non seulement d'avoir des images du cerveau, mais d'avoir sur ces images une variable, un indicateur du niveau d'activité des différentes régions du cerveau au moment où on faisait l'investigation. Une cartographie fonctionnelle. Alors les images du cerveau sont des images en tranches. C'est le principe du scanner. Scanner, c'est faire des tranches. Donc ce qu'on appelle la tomographie, ça veut dire faire des tranches virtuelles. C'est-à-dire il y a un signal qui fait des coupes virtuelles du cerveau et ensuite l'image est numérisée et sur un écran apparaissent des images comme celle-ci. Ce sont des coupes horizontales dans ce cas-là du cerveau faites à différents niveaux de ce cerveau. Donc l'observateur a des tranches virtuelles du cerveau. C'est très intéressant parce qu'à l'époque de Broca, il fallait attendre que le sujet ait le bon goût de mourir pour qu'on puisse prélever son cerveau et voir qu'il y avait un trou à tel endroit. Ça peut prendre du temps parfois. Tandis que là, chez le sujet, le patient, au début de la maladie, ou même le sujet sain, on peut faire une image du cerveau tout à fait précise et dépister. Ce sont des techniques qui sont utilisées quotidiennement pour dépister des tumeurs, des lésions, etc., etc. Mais aussi dans la version fonctionnelle pour cartographier l'activité cérébrale du cerveau. Alors ensuite, cette variable dont je parle, par exemple, les variables, c'est le débit sanguin cérébral. On peut mesurer les variations locales de débit sanguin cérébral. Le débit sanguin, c'est le débit du sang dans les vaisseaux qui sont dans le cerveau. Et on sait que lorsqu'une région du cerveau est activée par rapport à une norme, elle est suractivée par rapport à une norme, le débit sanguin y augmente. Les neurones ont besoin de beaucoup d'oxygène et de sucre, donc il y a des systèmes de régulation qui font que le débit sanguin augmente là où c'est nécessaire, là où les neurones travaillent beaucoup, donc dans la région du cerveau qui est activée. Quand je parle, mon aire du langage de Broca est hyperactivé, le débit sanguin y est plus fort que dans ma même aire de Broca quand je ne parle pas, ou dans la vôtre qui ne parlait pas. Mais l'aire de l'écriture chez vous, la région motrice qui commande la main droite pour ceux qui écrivent, elle est activée, le débit sanguin augmente quand vous écrivez, ou moi quand je fais ce mouvement, alors qu'elle ne l'est pas. Donc ça permet d'avoir des cartographies instantanées, en quelque sorte, des régions du cerveau qui sont activées au moment où le sujet se comporte, y compris quand il exécute des tâches mentales ou cognitives. Un sujet est allongé dans le scanner qui permet de faire la tomographie, la TEP, la tomographie de positon, on lui demande de faire un calcul mental et on voit dans son cerveau les régions du cerveau qui s'activent au moment où il fait ce calcul mental. Donc c'est évidemment extrêmement important pour faire la corrélation entre la fonction et l'anatomie du cerveau. Ça, c'est un sujet qui est en train de regarder une image. L'état activé, l'état contrôle, en rouge sont les régions du cerveau qui sont activées. Et en jaune ou a fortiori en bleu, les régions qui ne sont pas activées. Alors vous voyez, quand l'état activé et l'état contrôle, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc pour voir quelque chose, il faut soustraire cette image de celle-ci. Ça, c'est le sujet contrôle, les yeux fermés, par exemple. Et là, c'est le sujet en train de décrire une image. On prend ces deux images qui sont superposables et on soustrait celle-ci de celle-là. Chaque image est faite d'un ensemble de pixels, des points. À chaque pixel correspond une valeur numérique. Donc pour chaque pixel, on soustrait les deux valeurs. On soustrait
cette valeur numérique ici, celle au même endroit ici. Et on obtient ça. Où on retrouve ici les régions qui sont effectivement plus marquées ici que là, qui correspondent à l'activité spécifique que le sujet est en train de faire. Donc, dans ce cas précis, voir des images. Ce n'est pas surprenant, c'est le cortex visuel. Alors, ça, on le savait, ce n'est pas une découverte, mais ça marque le cortex visuel parce que ce sont les neurones qui sont stimulés, activés, parce qu'on est en train de voir une image. Alors, une chose intéressante, qui illustre assez bien les capacités et aussi les limites de ce type de technique, c'est que ce que font tous les gens qui font de l'imagerie, c'est les variations de signal étant très faibles, pour avoir des valeurs significatives, il faut faire des moyennes, avec des écarts types. Donc ici, vous avez 5 sujets différents, soumis à la même tâche. Et pour avoir une valeur significative, le scientifique, le médecin, le chercheur, va faire une somme de ces 5 images pour obtenir un cerveau virtuel qui appartient à personne. C'est un cerveau complètement construit qui correspond à la synthèse de ces 5 cerveaux individuels. Et là, on a un signal qui est significatif et on dit que la région du cerveau activée quand un sujet lambda voit une image, c'est le cortex occipital. Mais quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On perd la notion de sujet. La notion de sujet, d'individu et même de sujet, disparaît. On est sur une moyenne. Alors ça, on retrouve bien une caractéristique de la démarche scientifique qui est de chercher des lois générales. Une loi ou un fait sera d'autant plus scientifiquement reconnu qu'il sera reproductible et généralisable. Quand on généralise, par définition par essence, on met de côté la notion d'individu, de sujet. Et je cite ça parce que là, on a une clé un petit peu de la différence d'approche entre l'approche psychothérapeutique, par exemple, et l'approche médicale classique. Dans le premier cas, la notion de sujet est une notion extrêmement centrale, importante. Moi, je pense pas que mes collègues me contredisent, j'espère que non. Dans l'approche d'imagerie cérébrale, la notion de sujet est une notion qu'on efface délibérément, volontairement. On cherche les généralités. Quelles sont les régions du cerveau, de tout le monde, qui sont activées quand on a une émotion positive, une grande joie, par exemple. C'est ce qu'on cherche. Et il faut faire des statistiques sur N sujets. Il faut que quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde puisse reproduire les... Donc voilà. Il y a cette recherche généralité par rapport à cette mise en avant de l'éventuelle singularité. Tout ça se discute, hein, évidemment, mais je pose là un point quasiment de divergence entre ces approches qui ne facilite pas forcément le dialogue, mais qui ne l'empêche pas, heureusement, on va le voir, j'espère. L'autre technique très importante, qui est plus récente, des années 90, c'est l'IRM fonctionnel, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. C'est une méthode d'imagerie, je passe sur la technique, peu importe, vous faites IRM sur le Google, vous trouvez tous les détails si ça vous intéresse, ou vous me mettez un mail, je peux aussi vous répondre. C'est une technique qui donne de très belles images, vous voyez, des images anatomiques très précises. Là, on a des tranches de cerveau, c'est vraiment aussi précis que si on faisait une tranche de vrai cerveau, qu'on la regarde sous un microscope ou une loupe. Hein. C'est vraiment extrêmement précis, une résolution spatiale très très fine. On voit des lésions extrêmement petites avec cette technique. Et comme pour la tomographie par le son de positons, il y a une version de cette technique qui est fonctionnelle, qui permet de mesurer en temps réel les variations locales des débit sanguin, donc de voir le cerveau fonctionner en quelque sorte en temps réel lorsque le sujet pathologique ou normal est en train d'accomplir des tâches qu'on lui demande d'accomplir avec la contrainte qu'il est dans une position allongée, dans un appareil qui fait un peu de bruit. Donc mais enfin, les scientifiques ont maintenant des astuces pour arriver à contourner ces difficultés expérimentales, on va dire. Alors là, j'ai mis volontairement une planche extraite d'un article de 2009, en récent, sur les corrélats neuronaux d'un jugement de mensonge. C'est-à-dire, je ne vais pas détailler le protocole, mais c'est un protocole relevant de ce qu'on appelle la cognition sociale, de manière un peu large, qui essaye de voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque les sujets sont amenés à porter des jugements même moraux, sur des événements, sur des situations qu'on leur donne à connaître, à lire par exemple, ou à juger. On leur fait lire un texte, on leur lit un texte, et on leur demande de commenter en termes de jugement moral par rapport à tel personnage qui a
un comportement, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc. Et on corrèle ça avec des variations de l'activité de différentes régions. Et les chercheurs ont observé qu'effectivement, de manière reproductible, certaines régions qui étaient sollicitées de manière précise lorsqu'il y avait tel type de jugement qui était fait, etc. D'où l'article de la recherche sur les 2008, dont il y a un extrait ici, les zones du jugement moral. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Bah, ça évoque la phrénologie de Gall. Hein. On est revenu un petit peu à cette... en plus, ce sont des régions corticales qui sont activées. Donc on est en train de dire quelles sont les régions du cortex qui sont activées quand un sujet porte un jugement moral. On n'est quand même pas très loin de la cartographie de Gall qui disait, dans telle région, il y a la région qui porte la moralité, etc. etc. La différence, c'est que Gall, c'était une cartographie intuitive, on va dire, alors que là, c'est une cartographie qui est fondée sur des méthodes lourdes, scientifiques, quand même, reproductibles, etc. etc. On parle souvent, on a parlé, ça c'est la première page de l'article, peu importe, voilà d'autres extraits d'articles où par cartographie fonctionnelle, on voit les régions activées lorsqu'il y a un calcul, lorsqu'il y a des saccades oculaires, lorsque le sujet est soumis à une attention particulière, lorsqu'il prend un objet, lorsqu'il fait un calcul et qu'il exprime verbalement ce calcul, etc. Le pointage et les tâches visospatiales. Donc, et voilà une synthèse de ces données. Et ça, on appelait ça comment? On appelait ça une néophrénologie. C'est pas de moi, hein. Beaucoup de gens disent on va vers une sorte de néophrénologie, des nouvelles cartes, donc des données qui ont tendance à accréditer l'idée qu'il y a effectivement le cortex cérébral, c'est une mosaïque de fonctions qui peuvent être localisées de manière plus ou moins précise, mais relativement précise. Donc ce sont des données qui vont à l'appui, en quelque sorte, de modèles assez réductionnistes, assez matérialistes, si on peut dire, y compris pour des fonctions comme le jugement moral, qui n'est quand même pas une fonction biologique basique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans ce contexte-là, il faut que je m'arrête là. Il faut que je m'arrête à l'admi. Ouais, d'accord. Dans ce contexte-là, donc, le retour à la psychochirurgie, c'est un extrait d'une page du Monde du 8 décembre 2008, il y a pile un an. Alors, c'est un peu vite dit, hein, mais c'est un article du Monde qui se référait à une technique qui est une technique qui se développe beaucoup actuellement, qui est une technique de stimulation cérébrale profonde. Je vais en dire deux mots. C'est une technique qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes, des tiges métalliques, des électrodes très fines, à connecter ces électrodes qui sont ici, qui émergent à la surface du crâne, à les connecter avec un stimulateur, une pile en quelque sorte, et cette pile stimulateur envoie des petites impulsions électriques dans ces électrodes, et donc ces piles vont stimuler l'extrémité des électrodes, donc les neurones, les régions du cerveau, qui sont situées à la pointe de ces électrodes. Donc on peut stimuler de manière contrôlée, de façon permanente, une fois qu'on a implanté ces électrodes, des régions profondes du cerveau qui ont été identifiées de manière très précise. Alors, un aspect très important de cette technique, c'est l'implantation de l'électrode. Il faut atteindre de manière très précise une région cible qui est située en profondeur, donc que le chirurgien ne voit pas. Donc pour ça, il y a une technique qu'on appelle la stéréotaxie, qui consiste à repérer dans l'espace des régions du cerveau profond. C'est une technique chirurgicale qui est longue, qui dure plusieurs heures, qui se fait sur un sujet éveillé, qui discute avec le chirurgien, comme ce monsieur que vous voyez là, qui est anesthésié localement, mais qui ne souffre absolument pas. Et moyennant quoi, on peut atteindre des régions extrêmement précises du cerveau de ces électrodes. C'est une technique qui a été utilisée d'abord pour traiter le Parkinson. Le Parkinson, c'est une maladie qui n'est pas du tout une psychopathologie, c'est une maladie neurologique, neurodégénérative, qui est une maladie dont les symptômes sont essentiellement moteurs, des tremblements, dyskinésie, rigidité, etc. Il y a, avec l'évolution, des troubles cognitifs également, mais qui ne sont pas premiers dans l'évolution de la maladie. Et des collègues de Grenoble, nos voisins grenoblois, en particulier Alim Louis Benabid, qui est un neurochirurgien grenoblois, a trouvé dans les années 80, un petit peu par hasard au début, il faut bien dire, qu'en stimulant une région profonde du diencéphale qu'on appelle le noyau sous-thalamique, toute petite région, on provoquait un arrêt des tremblements chez les Parkinsoniens,
et une amélioration immédiate, instantanée, des troubles moteurs. Et à partir de cette époque-là, le traitement chirurgical du Parkinson s'est développé. Et actuellement, à Grenoble, mais partout dans le monde, on implante des Parkinsoniens avec ce type d'électrode. Les critères d'inclusion, il y en a, donc tout le monde n'est pas éligible à cette technique quand on est Parkinsonien, mais il y en a beaucoup qui le sont. Et les effets sont tout à fait remarquables. C'est-à-dire quand on stimule ces électrodes, immédiatement, avec un délai de 4 secondes, le sujet qui tremble comme ça, on met la pile sur on, et immédiatement, il ne tremble plus, il prend un crayon, il écrit, il pointe sans trembler, etc. Il marche, il se déplace, il conduit sa voiture. Si on met off, il se remet à trembler, etc. Alors on commence à comprendre maintenant pourquoi, parce que le nerf thalamique, fait partie d'un ensemble qu'on appelle le striatum, des noyaux cérébraux impliqués dans le contrôle de la motricité. Mais c'est une technique qui marche bien, qui marche très très bien et qui est très utilisée. Ce n'est pas la seule technique pour corriger ça ne guérit pas les Parkinsoniens, malheureusement, mais ça réduit leurs symptômes pour une durée de plusieurs années. Donc pour les Parkinsoniens, c'est une avancée considérable en termes thérapeutiques. Leur vie en est vraiment changée, ça c'est absolument clair. Et puis, au gré de ces techniques d'implantation profonde d'électrodes, quand on descend une électrode comme ça, de temps en temps, les chirurgiens envoient un petit choc électrique pour vérifier qu'ils sont bien là où ils croient être. Parce qu'on connaît les effets de stimulation à tel ou tel endroit, donc on vérifie. Et puis un jour, il y a un chirurgien parisien qui a implanté un Parkinsonien, et puis il a stimulé, il était presque arrivé à la cible, il a stimulé, et la personne a eu un fou rire, une crise de fou rire avec l'appareil, tout ça, et rit à gorge déployée, gorge déployée. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté de stimuler, la personne s'est arrêtée de rire. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit, ben, je ne sais pas. Donc ils ont restimulé, elle s'est mise à éclater de rire de nouveau, etc. Bon. Donc ils stimulaient une région qui déclenchait le fou rire chez la personne, sans qu'elle sache absolument pas pourquoi, de manière absolument automatique. Bon, ils ont envie de retirer l'électrode, ils disent, bon, on n'est pas au bon endroit, ils ont déplacé de 150 microns, ils sont tombés sur le sous-thalamique, on ne touche plus rien. Mais bon, ça a fait quand même réfléchir, beaucoup de gens en ont parlé, en disant, bon, dans ces régions-là, profondes, c'est près du système limbique, il y a manifestement des régions où quand on stimule ou quand on détruit, on a des effets qui sont un peu imprévus et qui touchent manifestement la sphère de l'émotionnalité, et même son expression, parce que le rire, c'est une manière d'exprimer un ressenti émotionnel. Voilà, donc ça montre bien qu'il y a alors, ils n'ont pas touché le centre du fou rire. Hein. On pourrait dire, ça y est, on a trouvé le centre du fou rire. Super. Non, plus personne ne dit ça maintenant. Mais en tout cas, ils ont touché une région très petite dont la stimulation déclenche le fou rire. Ça, c'est clair. Et puis, il y a d'autres équipes qui ont trouvé l'inverse, des régions où ça faisait pleurer les gens aussi, bon, voilà, dans les mêmes coins. Donc, bon. Et puis, un jour, à Paris, là, l'équipe de comment il s'appelle, de Mallet, Luc Mallet, a traité un patient parkinsonien qui souffrait en plus de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Donc des TOC, c'est quelque chose qui est très gênant, qui peut vraiment être très invalidant. Vous savez, ces gens qui ont des troubles compulsifs, qui lavent tous les objets en permanence, par exemple, etc. Et ils se sont aperçus que la stimulation d'une région très voisine de la région efficace pour supprimer les tremblements de Parkinsoniens supprimait immédiatement les TOC chez ces personnes. Et ils en ont traité. C'est rare de trouver quelqu'un qui soit à la fois parkinsonien et souffrant de TOC, mais ils en avaient 2 ou 3. Et chez les 2 ou 3, ça a marché. Et là, on a une courbe qui montre la réduction de la. Ça, c'est en ordonnée, c'est l'amplitude du trouble compulsif. Et après traitement, il y a une réduction très rapide et très durable, 36 mois, donc 3 ans après l'implantation de l'électrode, le sujet a toujours une disparition totale des troubles compulsifs. Donc là, on est dans un domaine troubles compulsifs, dont il y aura beaucoup à dire sur l'étiologie, sur la classification, etc., mais qui n'est pas un simple trouble moteur. Hein. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué, il y a une dimension un peu plus forte, relationnelle, etc. On sait bien que ces troubles sont dépendants de l'état émotionnel, sont plus forts quand le sujet a un tonus émotionnel qui est sollicité, etc. etc. Donc, et par ailleurs, ça ouvre la possibilité à des approches thérapeutiques.
On peut, en implantant l'électrode, réduire les troubles compulsifs chez ces personnes. Donc là, vous devinez immédiatement que ce type d'approche, avec des résultats assez convaincants comme cela, pose aussi des problèmes éthiques. C'est pas la psychochirurgie, ça n'a pas l'aspect brutal, massif, non étayé, irréversible, parce que là on peut arrêter la pile ou retirer l'électrode, hein, et on revient à l'état initial. Donc éthiquement, c'est quand même plus acceptable que la psychochirurgie d'origine. Ça reste une intervention directe physique sur le cerveau avec l'objectif de modifier des états comportementaux, psychiques au sens en italique, disons, touchant la sphère de l'émotionnalité, etc., etc. Donc on est dans le domaine où effectivement on sent bien que la dimension éthique est quelque chose, ce sont des techniques qui soulèvent beaucoup de débats éthiques. La Commission nationale d'éthique en a été saisie, bien sûr, a émis un avis pour encadrer ces approches, les limiter à certains cas. Il y a un encadrement éthique indispensable qui est fait, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est en évolution assez forte actuellement et qui est de l'ordre de cette localisation des fonctions cérébrales. Pour autant, il ne faut pas en conclure, encore une fois, qu'on revient à une néophrénologie avérée. Parallèlement à cela, plus personne n'admet, même si parfois les articles de vulgarisation ont tendance à aller au plus court et à dire ça y est, les chercheurs ont trouvé le centre du jugement moral, le centre du détox, le centre de ceci, le centre de la mémoire. Les scientifiques en général ne disent pas cela. Ces fonctions complexes sont très distribuées. Elles ne sont pas non plus totalement diluées. Il y a quand même des régions qui sont plus fortement impliquées que dans d'autres, mais ce sont des régions toujours multiples et parfois très éclatées dans le cerveau. Donc on va quitter le réductionnisme anatomique, passer au réductionnisme chimique. Une autre forme du réductionnisme, l'expression du matérialisme, très rapidement, dans les 70, la neurochimie, la pharmacologie s'en développait beaucoup. On a connu de mieux en mieux les mécanismes chimiques cérébraux, dont je crois André Duchamp vous parlera plus la semaine prochaine, donc je vais faire court. Et en 72, il y a un Américain, George Ungar, qui à partir de l'expérience chez la souris, a dit « J'ai trouvé la scotophobine, qui est la première molécule de mémoire ». L'idée étant, quand on mémorise une information, il y a quelque part une trace mnésique. Notre cerveau, après qu'on ait mémorisé l'information, qu'on ait acquis l'information, n'est pas le même qu'avant. Il y a bien quelque part dans notre cerveau une trace de cette information qu'on peut rappeler quand on réactive la mémoire, l'information qu'on a stockée. La nature de cette trace mnésique, reste mystérieuse. Et Ungar disait, c'est une nature chimique. Lorsqu'il y a une information qui est acquise, il y a une molécule qui est fabriquée, une protéine, et à chaque information correspond une protéine. Et il a annoncé dans Nature, c'est-à-dire la revue la plus reconnue chez les scientifiques, il a publié un article qui a fait beaucoup de bruit, disant « J'ai trouvé une petite protéine, la scotophobine, qui signifie la mémoire de la peur du noir. » Il a appris à des souris à avoir peur du noir, ce qu'elles n'ont pas habituellement. Au contraire, les rongeurs cherchent les endroits sombres dans les cages, ils s'y sentent mieux. Il a appris à des souris en les conditionnant à avoir peur du noir. Il a pris le cerveau de ces souris, il l'a broyé. Il a fait des extraits de cerveau de souris qui ont appris à avoir la peur du noir. Il a injecté ces extraits à des souris normales et il a vu que ces souris avaient peur du noir. Donc il a dit, j'ai transféré l'information peur du noir dans mon extrait de cerveau et dans cet extrait, j'ai isolé la molécule, la scotophobine, un petit peptide de 20 acides aminés dont la seule injection induit chez ces souris la peur du noir. Ça fait beaucoup de bruit. Il a fallu 2 ans pour montrer que l'observation était juste, l'interprétation était fausse. La scotophobine est un anxiolytique, en fait, qui réduit le niveau d'anxiété des souris. Et quand les souris sont moins anxieuses, elles vont moins dans les coins sombres de la cage, pour faire court. Donc l'hypothèse a été abandonnée et tout le monde maintenant sait que la mémoire n'est pas stockée dans des molécules, mais dans l'activité de réseaux de neurones assez diffus, assez dispersés, mais ça c'est une autre histoire. La schizophrénie, une chose qui vous intéresse plus dans le contexte d'aujourd'hui, donc une pathologie de la famille des psychoses. Dans les années en 52 précisément a été identifié le premier neuroleptique, la chlorpromazine, par Laborie et Delair à Paris,
C'était le début de la psychopharmacologie, le développement considérable de toutes ces substances psychotropes dont Duchamp vous parlera, je pense, la semaine prochaine. Et on s'est aperçu que la chlorpromazine avait un effet relativement satisfaisant pour réduire les symptômes de la schizophrénie, en tout cas les symptômes productifs, les symptômes positifs. La schizophrénie a des symptômes positifs, productifs, des hallucinations auditives, l'agitation éventuellement, etc. Et puis les symptômes négatifs, le repli sur soi, etc. Sur les symptômes positifs, ce neuroleptique avait des effets suffisamment marquants pour que ça puisse être retenu en termes de thérapeutique. Et puis d'autres neuroleptiques ont été mis au point, et tous ces neuroleptiques de première génération, allopéridol, perfénazine, agissent dans le cerveau sur des récepteurs d'un neurotransmetteur bien connu qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est une molécule présente dans des neurones du cerveau, par exemple ceux de l'aire tegmentale ventrale qui est là. Ces neurones se projettent sur le système limbique, sur le septum, l'accumbens, l'amygdale, et tous ces neurones fonctionnent avec la dopamine, et les neuroleptiques agissent sur ces neurones de dopamine en réduisant plutôt l'activité de ces neurones. Donc, assez rapidement, dans les années 60-70, c'est apparu une théorie qu'on a appelée la théorie dopaminergique de la schizophrénie, en disant si des molécules qui réduisent la dopamine dans le cerveau ont des effets positifs, c'est peut-être que la schizophrénie est due à un excès de dopamine dans le cerveau, en tout cas dans ces régions-là. Ce qu'on appelait, c'était une hypothèse posant une cause possible de cette maladie, une cause neurochimique. C'était une forme de réductionnisme neurochimique, c'est-à-dire que ça réduisait la cause de la maladie à un phénomène identifié, un excès d'une molécule dans une région du cerveau. Bon. Cette hypothèse a fait long feu, puisque maintenant il y a d'autres neuroleptiques qui agissent sur beaucoup d'autres systèmes neurochimiques sur la dopamine, et on sait par les multiples expériences faites chez l'animal qu'il y a d'autres systèmes neurochimiques impliqués, il y en a beaucoup, voire la plupart, et donc maintenant on sait que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on pensait, et ça c'est abandonné. Quelques mots rapidement sur la troisième version du réductionnisme biologique classique, c'est la génétique. Un gène, une maladie. Ou une famille de gènes, une maladie. Je ne vais pas vous faire un cours génétique, le gène, vous avez entendu parler, même un peu vaguement. La schizophrénie, gardons cet exemple, on sait qu'il y a des formes familiales, on sait qu'il y a la probabilité de devenir schizophrène est quand même liée pour partie à la... On sait par exemple que lorsque des jumeaux monozygotes, lorsqu'on a des jumeaux monozygotes issus du même œuf, donc un génome identique, un génotype identique, lorsqu'un jumeau est schizophrène, l'autre jumeau a une chance sur deux de le devenir. Une chance sur deux, alors que dans la population générale, on a à peu près une chance sur 100. Donc il y a une augmentation de 50 fois de la probabilité de schizophrène si on a un jumeau monozygote qui est schizophrène. Ça montre qu'il y a un terrain génétique quand même qui va déterminer pour partie l'apparition de la maladie, qui n'est pas nul, mais qui n'est pas non plus déterministe à 100%, puisqu'il y a une chance sur... Même s'ils ne sont pas élevés dans le même milieu. Même s'ils ne sont pas dans le même milieu, oui. Ouais. Donc, bon, par ailleurs, ça c'est un cariotype humain, c'est les chromosomes d'un sujet humain virtuel, et là où il y a des couleurs, ce sont soit des morceaux de chromosomes, soit des gènes qui ont été identifiés comme étant en cause dans des formes familiales de schizophrénie. Il y a des familles, des lignées familiales dans lesquelles on trouve une fréquence anormalement forte de la schizophrénie, de sujets schizophrènes, et des chercheurs, des généticiens, on peut corréler cette fréquence forte de schizophrène avec des mutations chromosomiques ou génétiques dans ces régions des chromosomes, et parfois des gènes ont été identifiés, et des protéines qui fabriquent ces gènes ont été identifiées. Alors, quand les premiers étaient trouvés, les gens ont dit, ben voilà, on a trouvé le gène de la schizophrénie, puis ils en ont trouvé 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, maintenant on est à 30 ou 40. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un gène de schizophrénie, mais qu'il y a sans doute une grande population de gènes qui sont impliqués dans la susceptibilité ou le risque à devenir schizophrène. Ça, plus personne ne le conteste maintenant. Mais il n'y a pas de déterminisme linéaire, inconditionnel, entre la présence d'un gène ou de sa mutation et le fait de devenir schizophrène. Il y a un terrain génétique, comme pour le cancer, comme pour beaucoup de maladies. Et tout le monde sait bien qu'on n'a pas tous
la même espérance de vie au départ en fonction de beaucoup de paramètres, dont nos gènes. Après, les conditions de vie, ça rajoute là-dessus, évidemment, hein, mais les gènes n'ont pas un rôle nul dans cette affaire. Bon, je passe là-dessus parce que ça va nous mener trop loin, et je vais arriver au dernier chapitre. Donc à l'époque actuelle, contemporaine, où est-ce qu'on en est par rapport à ces questions des réductionnismes, de leur intérêt, de leurs limites, de l'interface entre les approches psychosomatiques, etc. etc. J'ai extrait plusieurs points qui me paraissent marquants, dignes d'intérêt important. Le premier, c'est la fin du cerveau-machine et la réduction des émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant très longtemps, les neurobiologistes ou les gens qui font ce qu'on appelle les sciences cognitives, qui s'intéressent en particulier non pas au cerveau en tant que tel, mais aux fonctions mentales ou psychiques en tant que telles, comme objet d'études, et qui les approchent par des méthodes de la biologie, mais aussi par des méthodes de simulation, de modélisation informatique, des choses comme ça. Tous ces gens-là, pendant très longtemps, ont considéré comme fonctions mentales principes les fonctions cognitives au sens strict, c'est-à-dire les fonctions, la mémoire, la perception, la décision, le calcul, etc., des fonctions algorithmiques, des fonctions froides, des fonctions désaffectivées. Un ordinateur, qui est la machine dans laquelle s'implémentent ces fonctions intelligentes, est une machine qui n'a pas d'état d'âme, qui n'est pas triste, gai, enrhumé, etc. Bon, on appuie, en principe il marche, s'il ne marche pas c'est qu'il y a un problème, comme tout à l'heure, mais c'est pas un état d'âme. Bon. Et ça, très longtemps, ça a été un principe évident, implicite même, là aussi, avec une influence indiscutable de Platon, la pensée, de Descartes, la pensée pure et la pensée noble, les affects sont une trace de notre animalité plus ou moins honteuse, plus ou moins cachée, et autant socialement, il faut essayer de contrôler ses émotions, c'est mieux, c'est recommandable. Scientifiquement, les protocoles expérimentaux, quand on dit des sujets humains qu'on soumet à des tests d'imagerie cérébrale fonctionnelle, si un sujet arrive qui dit oula, ça me fait peur votre tuyau là, monsieur, c'est effrayant votre truc, moi je veux pas y aller, on dit bon, allez, monsieur, madame, au revoir, merci. On dit il est trop sensible, trop émotionnel, allez, on écarte. On veut des gens costauds, solides, sinon on va avoir n'importe quoi, etc. Donc on exclut par définition toute dimension émotionnelle chez les sujets pour leur choix ou dans les protocoles. Il faut absolument des protocoles qui excluent toute réactivité émotionnelle, sauf si on s'intéresse de fait aux émotions. Et ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup. Et des gens comme Damasio, j'ai cité son épouse, maintenant c'est lui, c'est Antonio Damasio, qui a écrit des bouquins comme ceux qui sont cités en dessous, là, a beaucoup œuvré, c'est pas le seul, hein, bien sûr, mais ces bouquins sont à grande diffusion, donc j'en parle, pour montrer que non seulement les émotions ne sont pas une dimension de notre fonctionnement qui est nocif par rapport à notre capacité à gérer des situations complexes, mais c'est même indispensable. Les limites de l'ordinateur sont liées à son absence d'émotion. Et quand on travaille sur la cognition ou ces dysfonctionnements, il faut prendre en compte les émotions. Et ça, c'est un point qui me paraît important, parce que c'est un point de rapprochement entre les approches psychothérapeutiques, où les émotions sont évidemment présentes et non occultées, et même elles sont mises en valeur, et analysées, exploitées, interprétées, etc. etc. Et dans la mesure où les scientifiques, avec un grand S, maintenant doivent bien admettre que ça existe, et non seulement ça existe, c'est important, et il faut le prendre en compte dans les modèles, ça me paraît être un élément de convergence qui mérite d'être souligné. Deuxième élément extrêmement clair et important, c'est que par rapport aux psychopathologies, presque quelles qu'elles soient, il y a pratiquement toujours maintenant des modèles explicatifs qui sont neurodéveloppementaux. Ça, c'est extrêmement important. C'est vrai pour la schizophrénie. Les modèles actuels, les plus étayés, je ne dis pas qu'ils sont définitivement vrais, il ne faut jamais dire ça, mais les modèles les plus consensuels actuellement sont les modèles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire qu'ils disent que les processus de dysfonctionnement sont très précoces, y compris lorsque la schizophrénie ne s'exprime qu'à l'âge de 20 ans, comme c'est souvent le cas. Les dysfonctionnements remontent à une période beaucoup plus antérieure, qui est la période du jeune enfant. Dès cette époque-là, il y a des dysfonctionnements qui sont cachés, occultés, mais qui sont présents.
et qui vont s'exprimer de manière diachronique sous la forme des symptômes qu'on connaît beaucoup plus tard. Et donc cette dimension, cette dynamique développementale est quelque chose de tout à fait fondamental dans tout le domaine de la psychiatrie. Schizophrénie, autisme, mais aussi dépression, etc., etc. Troubles du comportement, et j'en passe, et j'en passe. Et là aussi, je pense qu'il y a un terrain, il y a une zone de convergence avec les approches psychothérapeutiques, par exemple, ou même psychanalytiques, puisque Freud, il a quand même mis l'accent très tôt sur l'importance de la petite enfance, etc., etc. Et là, les neurobiologistes reviennent finalement à ça en disant oui, il se passe des choses extrêmement importantes dans la petite enfance. Alors les biologistes font ce que Freud ne faisait pas parce qu'il n'a pas la possibilité de faire, c'est l'accent sur la dimension génétique, ce qui est donné comme gène à chacun d'entre nous au départ, qui joue un rôle quand même dans la prédisposition qu'on a ou qu'on n'a pas à développer telle ou telle pathologie, mentale ou autre. Mais les biologistes aussi maintenant mettent l'accent sur la dimension épigénétique, c'est-à-dire les événements vécus par le sujet à partir de sa naissance jusqu'au moment où la maladie apparaît, qui joue aussi un rôle extrêmement important dans l'apparition de la maladie. Donc là, vous avez à gauche la vulnérabilité génétique, c'est une vulnérabilité. On est avec un bagage génétique qui nous rend plus ou moins vulnérables à telle ou telle pathologie. Ensuite, il y a le vécu, il y a la vie de tout un chacun, son développement, ses interactions familiales, l'environnement au sens large, etc. Et tout ça débouche éventuellement, une fois le sujet devenu adulte, vers l'expression d'une pathologie dont la symptomatologie peut être très variée, parce que la combinatoire des gènes est extrêmement vaste, la combinatoire de l'environnement, la diversité de l'environnement est également extrêmement vaste. Tout ça explique la grande hétérogénéité et complexité des syndromes eux-mêmes. Tout le monde sait bien que le syndrome schizophrénique, c'est un syndrome complexe, qu'un schizophrène n'aura pas les mêmes symptômes qu'un autre, etc., etc. Et ça peut s'expliquer avec ce type de modèle. Donc là, on retombe vraiment sur des processus dynamiques qui sont du même ordre, finalement, même si les approches, à la fois conceptuelles et pratiques, ne sont pas du tout les mêmes pour le médecin, le biologiste, d'une part, ou le psychothérapeute, d'autre part. Donc facteur acquis, facteur institutionnel, et puis alors le stress, les stress sont des éléments très importants dans ces facteurs environnementaux post-nataux. Il y a maintenant de multiples éléments qui montrent que les stress chroniques en particulier, jouent un rôle très important dans la possibilité d'apparition ultérieure de processus pathologiques délétères. Et au niveau mécanistique, il y a maintenant de plus en plus de données qui expliquent comment ce stress persistant, ces stress chroniques peuvent influencer la connectivité des neurones. On parle de théorie synaptique de la schizophrénie parce que les gènes qui sont mutés codent pour des protéines du cytosquelette neuronal, donc influent sur les synapses des neurones. Il y a des modèles que je n'ai pas le temps de développer, peu importe, mais qui montrent, qui expriment assez clairement ce qui peut se passer dans le cerveau d'un futur schizophrène, et ce qui peut expliquer aussi que les symptômes n'apparaissent que tardivement, alors que la maladie se développe depuis déjà bien longtemps. Un mot au passage sur les neurones miroirs. Est-ce que j'ai le temps ? Non, je passe les neurones miroirs, tant pis. Je vais finir quand même sur un concept important. C'est le troisième élément qui me semble un élément clé. C'est le concept de plasticité cérébrale. Ça, la neurobiologie contemporaine, disons depuis des années, est vraiment imprégnée de ce concept qui était inexistant il y a 15 ou 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le cerveau n'est pas du tout, par rapport aux autres organes, le cerveau n'est pas du tout un organe dont la structure est fixe, est stable et immuable. Le cerveau est un organe qui se réorganise en permanence, en particulier en termes de connectivité entre neurones. On sait cela depuis pas mal de temps pour le cerveau jeune, le cerveau du fœtus, bien sûr, il faut bien que les réseaux se mettent en place, le cerveau du jeune enfant. L'acquisition du langage se fait sur une base de plasticité, des connexions qui se font, des synapses qui poussent. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on sait maintenant que même dans le cerveau adulte, il y a une plasticité qui reste extrêmement forte, qui peut se mesurer, qui peut se visualiser sur des neurones. On peut voir des neurones qui font pousser des nouvelles connexions, des nouvelles synapses, etc. Ça, c'est d'une cinématique neuronale. On voit des ramifications qui poussent,
On peut voir ça visuellement sur un écran, et les techniques qui permettent de faire ça, je passe sur les détails techniques. Donc il y a une réorganisation permanente des réseaux neuronaux, et cette réorganisation se fait évidemment en particulier sous l'influence des stimulus. C'est-à-dire un neurone qui se réorganise, c'est un neurone qui travaille, qui est sollicité. Donc cette réorganisation se fait en fonction de ce que le sujet vit. Donc le cerveau s'auto-structure ou s'auto-restructure en fonction du vécu du sujet. Et ça, chez le jeune, mais aussi chez l'adulte, à un degré un petit peu moins, mais quand même pas mal. Plus qu'on ne pensait à une époque. On sait même maintenant qu'il y a une neurogénèse permanente. Il y a des régions du cerveau où des neurones nouveaux se fabriquent en permanence, alors qu'on ne le savait pas du tout il y a quelque temps. Donc il y a non seulement les neurones existants qui se réorganisent, mais des nouveaux neurones qui arrivent, qui s'intègrent au réseau, qui font pousser les trucs, qui s'intègrent. Donc des zones du cortex peuvent s'épaissir effectivement, de nouveaux neurones qui arrivent. C'est ce qui se passe quand on souvent les animaux, un enrichissement sensoriel. On voit le cortex qui s'épaissit, en même temps que les animaux deviennent plus capables d'apprendre plus vite, mieux, des tas de tâches, etc. etc. Donc les effets de l'environnement, l'environnement étant conçu comme étant l'interaction du sujet avec son environnement, ont un effet direct, physique sur le cerveau. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous construit son cerveau en permanence en fonction de son propre vécu. Il y a les facteurs physiologiques, métaboliques, l'alimentation, tout ça, mais il y a aussi les facteurs d'interaction, sensorimotrice, psychosociale, etc., etc. Les émotions, les affects, les relations familiales, etc. Tout ça, ça s'implémente directement dans les réseaux neuronaux, pas partout, tout le temps, mais dans le système limbique en particulier. Ça, c'est extrêmement, extrêmement clair. On sait que le stress, par exemple, ou les carences environnementales, j'ai parlé de l'enrichissement qui améliore les capacités d'adaptation ultérieures. À l'inverse, les privations sensorielles, les privations environnementales, les enfants lourds, etc., réduisent la plasticité, diminuent les capacités d'adaptation et facilitent les addictions. L'addiction est un processus qui dépend directement, peut-être un peu de facteurs génétiques, c'est discutable, mais certainement, ça personne ne discute, du vécu du sujet jeune en particulier, des stress chroniques, des carences affectives, favorisent de manière absolument indiscutable les addictions à n'importe quoi, à la limite, peu importe, chez le sujet devenu adulte. Ça maintenant, on connaît même les mécanismes neurobiologiques qui sont à la base de ces processus. Enfin, certains éléments, en tout cas, sont connus. Alors cet article, vous voyez, le stress pendant le développement, impact sur la plasticité neuronale et pertinence dans les psychopathologies. Donc il y a vraiment une relation directe entre les psychopathologies et ces notions-là. Ça, c'est un schéma, un modèle qui s'intéresse à l'alcoolisme et aux problèmes de prise de boisson chez l'adolescent et qui pèse là aussi les facteurs éventuellement génétiques, les facteurs environnementaux. Donc on tombe sur des problématiques du type inné-acquis, mais tout le monde s'en met d'accord pour dire que les facteurs environnementaux jouent un rôle tout à fait déterminant, évidemment, sur un terrain génétique plus ou moins favorable par rapport à ces facteurs environnementaux. Un exemple classique de plasticité cérébrale très visible, les chauffeurs de taxi londoniens, c'est un article de 2000 là, de Richard Frakowiak, les chauffeurs de taxi londoniens sont comme les gondoliers à Venise, c'est une corporation où les charges transmettent de père en fils. On est chauffeur de taxi très jeune, on le reste toute sa vie. Et les chauffeurs de taxi à Londres se font une gloire de se promener sans GPS, sans carte, sans rien. On leur dit vous menez tel endroit, on dit bien monsieur, ils y vont par le chemin le plus court. Ils connaissent parfaitement la topographie de Londres, une grande ville, et ils savent le chemin le plus court pour aller n'importe où, n'importe où. Donc ils mettent en jeu tout le temps, en permanence, ce qu'on appelle la mémoire spatiale. Ils calent leurs actes, le fait de conduire, sur des cartes qu'ils ont en mémoire, et ils mettent en jeu cette faculté. Et Frakowiak a eu l'idée de mesurer par IRM anatomique le volume de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure du télencéphale, du système limbique, qui est impliquée dans la mémoire, et en particulier la mémoire spatiale. Et les chauffeurs de taxi de Londres ont un hippocampe qui est plus gros, plus épais que les chauffeurs normaux de Londres, c'est-à-dire des sujets contrôle qui sont des chauffeurs normaux, mais qui ne mettent pas en jeu cette capacité quotidiennement. Donc ça montre que les neurones de l'hippocampe des chauffeurs de taxi font pousser des dendrites, des synapses, des machins, que ça se traduit. Donc là, vous voyez l'hypothèse de Gall, le cortex qui s'épaissit, là c'est pas du cortex, mais son intuition n'était pas aussi idiote qu'elle en avait l'air.
Donc tout n'est pas acheté chez Gall, même si l'essentiel quand même est à prendre avec la plus grande prudence. Et ça, je vais terminer là-dessus, ce sont deux bouquins qui sont assez emblématiques là où on est actuellement, où il y a vraiment un dialogue qui est en train de s'instaurer entre les approches neuroscientifiques d'une part et psychothérapeutiques, voire analytiques d'autre part. Ça, c'est un bouquin qui a été fait par deux collègues suisses. L'un est Pierre Magistretti, est neurobiologiste, il dirige l'Institut de Polytechnique de Lausanne, un grand centre de neurosciences. François Sermes est un psychanalyste. Et ils ont écrit ensemble un bouquin, chacun son cerveau, vous voyez, qui met l'accent sur cette plasticité, sur cette capacité à construire le cerveau de chacun en tant que sujet. Et il y a des confrontations de concepts. Et on était avec Alain Ferrand et samedi dernier à un colloque à Lyon, là, samedi matin, qui s'appelle l'adaptativité en... Associativité en psychanalyse et neurosciences, où il y avait un public de 400 personnes, des scientifiques, des psychanalystes, des psychothérapeutes, etc. Et c'était tout à fait passionnant. Donc on a une époque où vraiment je crois qu'il ne faut plus concevoir ces approches comme étant tellement différentes qu'elles en étaient presque antagonistes pendant une durée assez longue, alors que maintenant il y a des éléments concrets objectifs pour qu'il y ait de véritables dialogues et éventuellement des convergences un jour sur un plan clinique, mais ça c'est une autre paire de manches, notre affaire. Je m'excuse d'avoir déplacé un peu et je vous remercie. Je suis à disposition si vous avez des questions par internet, par mail. Je vous donne une info rapidement. J'ai pu enregistrer le cours sur l'iPhone, donc je le ferai passer à Marion Bonnet, qui le mettra sur le site. Donc vous aurez le cours en totalité avec les diapos. Merci à toi. Merci, c'est moi. Donc il y a bien cours la semaine prochaine. La semaine prochaine avec André Duchamp.